Tous. Je vais vous présenter mon travail aujourd'hui de recherche sur les fermes comtoises en Franche-Comté et donc plus particulièrement dans le département du 25, dans le Doubs. Donc la Franche-Comté est ici. Donc les fermes comtoises sont des édifices qui datent du XVIIe siècle pour la plupart, mais qui sont aujourd'hui encore utilisés, qu'elles aient été réhabilitées afin d'en faire des bâtiments d'habitation ou en gardant simplement leur fonction première de ferme. Mais certaines sont même aujourd'hui réhabilitées en musée. Il y a notamment un musée des maisons comtoises qui se situe à Nancray et qui recense près de 35 édifices datant du XVIIe siècle pardon, jusqu'au XIXe. Alors on va déjà parler de l'implantation de ce bâti. C'est un habitat qui peut être regroupé en hameaux ou alors totalement isolé. Les fermes se situent alors donc, soit dans leur pâturage, généralement à proximité de la voie, ou plus rarement au milieu d'un champ. Certains hameaux constituent aujourd'hui le centre de villages ou de petites villes qui se sont développées donc, avec la construction de lotissements et de maisons individuelles. Dans certains cas, donc, les fermes s'organisent autour d'une église, comme on peut le voir sur l'image de gauche. Donc ça forme un village avec une très faible hiérarchie, étant donné qu'on n'a pas on n'a pas de façade bâtie. Donc ce sont des villages qui sont dits en tas, car ils sont donc la résultante d'addition de ces maisons et qu'il n'y a pas de système cohérent et hiérarchisé avec rue principale et des rues dessertes. Donc vu que les maisons ne sont jamais mitoyennes, c'est ça qui fait qu'on n'a absolument pas de front bâti et donc pas d'une énorme façade. Ou sinon, comme l'image de droite, on peut voir une ferme qui est totalement isolée et donc qui n'a pas de hameau. Alors ensuite, donc les abords immédiats et les annexes aux entrées. Donc l'abord immédiat de l'habitation est souvent réalisé avec un dallage de grande dimension. Ce sont ces dallages qui protègent les pieds de mur des éclaboussures lors des intempéries. De plus, ce même dallage se retrouve donc à l'intérieur de l'habitation, ce qui permet de rentrer à l'intérieur avec des chaussures sales auprès du tué, qu'on verra plus tout à l'heure, qui fait la transition entre les espaces dits sales et donc propres. Car donc on le verra plus tard, mais l'espace du tué est connecté avec toutes les autres pièces de l'habitation ainsi que la grange. Donc il se peut, c'est pas systématique, mais à environ 1,50 m, 2 mètres de la façade bâtie, du pignon principal, pardon, on peut quelquefois retrouver des arbres fruitiers qui sont quelquefois plantés et à mesure qu'ils grandissent, les branches sont rabattues contre la façade, elles sont alors maintenues avec un treillage bois, ce qui va donc constituer un treillage qui retient la neige l'hiver et dégage un passage le long de la façade. Tandis que l'été, ce système il permet la récolte de fruits qui servait donc la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, mais à fabriquer à fabriquer pardon, de la goutte, vu que c'était en général des poiriers. On va maintenant parler donc de la volumétrie générale. Donc la ferme pastorale à un pignon a une volumétrie très simple, c'est un très grand volume qui réunit sous le même toit l'habitation, la grange ainsi que l'étable. En général, elle est construite sur un plan rectangulaire dont les côtés mesurent entre 16 et 25 mètres et que sa hauteur varie entre 9 et 14 mètres. L'habitation se développe toujours en pignon. Elle est généralement au sud-est pour se protéger de la bise, étant donné qu'on est dans une région où il fait très froid et qu'il y a beaucoup d'intempéries l'hiver. Les différentes fonctions de la maison, donc comme la cave, le four, la chambre, l'atelier, etc., tout s'organise au rez-de-chaussée. Il y a quelquefois des chambres dans les granges, mais c'est assez rare. Les pièces sont donc sont toutes disposées autour du tué. Donc ça peut s'écrire tué comme ici, T-U-E, ou alors tuyer avec un Y. Donc le tué, c'est une immense cheminée à foyer central qui permet de fumer la viande, mais aussi de chauffer l'ensemble de la ferme. La ferme est également chauffée donc, par la proximité des animaux, la présence de ces animaux de ferme qui se situent donc, à l'arrière de la maison. Donc c'est dans cette cheminée qui est couverte d'une hotte pyramidale. C'est là qu'on accroche donc les morceaux de viande, donc en bas. Et lors de périodes de forte neige, donc le tué, il constituait quelquefois la principale entrée de lumière. La maison comtoise en pignon, donc elle possède des types de façades très variés, ornementées, donc que ce soit au fil des siècles, son évolution. Cette diversité, donc elle est née de trois raisons. C'est soit qu'on essaye d'affirmer l'espace du logis et celui de l'exploitation.
mais aussi il y avait donc les contraintes liées au droit de Chazal. Donc le droit de Chazal, c'est le droit sur le nombre d'arbres à abattre pour la construction, mais également donc sur le travail des différents groupes d'artisans compagnons qui construisaient ces maisons. Donc on note la disposition de l'étable et de la grange par rapport au logis, ainsi que la part de bois en façade. Le plafond de l'habitation est parfois très bas, et la hauteur des pièces à vivre peut ne représenter qu'un seul tiers de la hauteur sous faîtage de la grange, ce qui fait que l'habitation elle peut parfois paraître écrasée sous le volume de la grange, donc comme on peut le voir ici. L'écurie, elle dispose de très peu d'ouvertures et est souvent semi-enterrée, donc c'est ce qui est à la partie arrière de la maison. Les trois parties de la maison, donc grange, habitation et table, communiquent entre elles pour que les habitants n'aient pas à sortir de chez eux en hiver. C'était le principal enjeu. La grange haute, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une caractéristique nécessaire et fondamentale de cette typologie. Elle est nécessaire du fait des très longs hivers qu'il y a dans cette région et qui implique donc un engrangement très tôt et très important. Et ce qui a donc créé un système qui s'appelle donc la bourrange. Donc c'est un trou en fait qui a été créé dans le plancher de la grange, qui donne directement dans les râteliers des animaux dans l'écurie. Comme ça, on n'a pas besoin de sortir le foin et de le passer par l'extérieur pour donner à manger aux animaux. On ouvre directement une trappe et on leur reverse dans leur râtelier. Donc lorsque la ferme elle s'inscrit dans la pente, pardon, la grange haute est accessible directement depuis le terrain. Donc c'est le cas, dans ce cas relativement fréquent, mais en général on trouve des ponts de grange donc qui peuvent être soit en termes de pont directement, ou alors soit une butte qui monte directement à la grange. On va donc parler maintenant des systèmes constructifs et des matériaux. Donc ces fermes comtoises, elles sont construites avec les matériaux trouvés sur place. Donc selon le lieu, les maisons sont construites en général de pierre et de bois dans cette région. La construction, elle commence donc par un soubassement en pierre sèche, puis par la mise en place d'une ossature porteuse en colonne bois qui supportait la toiture et les planchers. Donc on va commencer par la pierre sèche. Alors la pierre sèche, ce sont des murs qui sont construits en pierre, donc c'est juste pour le soubassement, hein, qui sont construits en pierre sans aucun liant. Donc c'est un peu comme du Lego, mais avec des formes qui sont absolument pas régulières. Il faut donc caler les pierres les unes avec les autres et faire qu'elles s'emboîtent relativement bien. Donc on doit trouver la bonne pierre qui va au bon endroit et les trier, les structurer, tout en évitant de les tailler afin de ne pas perdre de surface. Cette stratégie constructive, elle est utilisée donc dans les murs de soutènement, les terrasses de vigne, mais aussi les murs à double parevent qui séparent les pâturages, comme ici. Ces murs, je les ai mentionnés puisque c'est des murs qui ont une véritable vie, une existence, puisque c'est des murs qui vont habiter les hermines, donc des hermines qui vont se débarrasser des nuisibles, de la vermine qui va se balader dans les champs. Donc c'est des murs qui ont une existence et qui sont là depuis qu'on essaye de séparer les pâturages. Séparer les pâturages, plutôt. Donc l'avantage de cette pierre sèche qui est faite sans liant, c'est que la maçonnerie, elle va bouger, elle va suivre les fluctuations du sol sans jamais se démonter. Donc c'est un autre avantage, c'est que la structure, c'est un drainage en soi, elle peut être totalement démontée et remontée sans aucun apport de matériaux extérieurs, donc ce qui apporte quand même un côté assez écologique. Donc ensuite, les murs de la bâtisse font entre 40 et 60 cm d'épaisseur, ce qui permet donc d'isoler la maison directement du froid. En général, ils sont constitués de moellons assemblés au mortier de chaux, selon un appareillage irrégulier. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo. On peut voir où il manque du crépi. On voit les pierres qui sont disposées, qui sont absolument pas régulières. Donc ensuite, on va passer à la couverture de toiture. Alors, on dit tavillon ou tavaillon. C'est des tuiles en bois. Donc il faut juste choisir du bois et le fendre en barre d'eau, afin donc de couvrir et la toiture et la façade en général. Donc le tavaillon, c'est un matériau qui a une bonne longévité, entre 30 et 40 ans sur la toiture, mais sur des toitures à faible pente, mais jusqu'à 100 ans quand ils sont disposés sur les façades. Donc c'est également donc un matériau qui est connecté au terroir, étant donné que
il nécessite un savoir-faire unique, et sans parler de l'esthétique qui donne un résultat harmonieux avec son contexte. Donc les tabaillons, ils permettent de protéger la maçonnerie et de préserver donc la cohérence du mortier. Ils sont posés sur une structure rapportée en bois avec des lithos et voligeages. Et généralement, ils se situent sur les façades exposées aux intempéries, donc en général la façade ouest pour protéger le mur. Donc on a vu que le principe structurel était assez simple et avec un schéma répétitif. On peut noter également le fait que ce sont des savoir-faire que les habitants avaient directement et qu'ils se transmettaient de génération en génération. C'est ce qui leur permettait de construire eux-mêmes leur maison, donc au sein d'un village, tout le monde participait à la construction de la maison et de la ferme. Donc on va maintenant passer à la toiture. Donc la toiture, c'est un élément caractéristique de ces fermes pastorales en pignon. Elles sont à deux pans, d'une pente d'environ 30 degrés, et descendent très très bas sur le mur gouttereau, donc le mur où il y a les chéneaux. Ces dimensions permettaient donc la récupération des eaux de pluie qui étaient conduites directement dans des chéneaux et qui étaient conduits donc par les chéneaux dans les citernes. Donc les citernes, c'était des citernes qui étaient en général enterrées sous terre pour garder la fraîcheur de l'eau et éviter qu'elle gèle. Donc les débords importants, donc des toitures, on peut le voir ici, de 1 mètre à 1,50 m protègent les maçonneries des intempéries toujours et laissent donc le passage sec au bord de la maison. Donc on va voir plus en détail, le tué. Donc c'est cette grande cheminée qui est située donc au centre de la toiture, en général à proximité du faîtage. C'est un conduit en bois pyramidal qui repose sur encore une fois un soubassement en pierre. Et en toiture, la souche est protégée par des lames de bois. Deux volets terminent et couvrent le tué. Ces deux volets, ils sont mobiles et contrôlables depuis l'intérieur de la maison, ce qui permet de gérer la sortie de la fumée pour fumer les ingrédients, la viande, mais également de régler le tirage et de protéger le foyer des intempéries. Donc pour terminer, merci de votre écoute et on va parler un petit peu des petites ouvertures. Donc les maisons comtoises, elles concentrent la majorité de leurs ouvertures sur le mur pignon, le mur de façade, parce que même s'il y a des petites ouvertures qui se situent sur les tables et sur le mur gouttereau, celle de la grange ou pignon arrière, les fenêtres de l'habitation sont réduites à leur strict minimum afin de ne pas faire entrer le froid. Et ce qui, comme je te disais donc précédemment, fait que c'est le tué qui apporte la majorité de la lumière. Voilà. Super, très bien, très bien, merci beaucoup Théo. Tu as habité dans une maison comme ça ou non? Alors, mon grand-père, oui, Ouais, qui habitait donc dans une ferme, et ma grand-mère aussi, qui habitait donc dans un hameau. Malheureusement, j'ai pas eu les photos, je les avais demandées, mais ne les ai pas eues. Un hameau de donc deux fermes qui étaient un en hauteur et l'autre plus dans le déclin d'une pente, d'accord, entouré de sapins. Donc voilà, je connais, j'y suis allé plusieurs fois. d'accord, d'accord, très bien. Et est-ce que tu as vu ou est-ce que toi-même tu as bricolé dans ces maisons, tu as aidé à réparer des choses ou, parce que tu as Ben, l'air de très 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 bien connaître tout le système constructif, on sent que tu le sens toi-même. c'est au final ce qu'on faisait, c'est qu'en général on allait pendant la période des foins où on devait faucher pour entasser donc la paille. On allait aider les gens qui habitent toujours dans ces maisons, donc les gens de notre famille, et donc on allait les aider pour entasser ce foin, ou alors puisqu'elles sont toujours utilisées en ferme en fait. Ouais, Donc il y a toujours besoin d'aide dans une ferme. ah oui. Et sur la construction de la maison ou la réparation de la maison, j'imagine que comme c'est en bois en fait ou même en pierre sèche, ce sont des systèmes constructifs assez faciles à réparer soi-même ou à refaire l'enduit à la chaux, des choses comme ça. Tu as un petit peu vu ça? Tu as un peu contribué ou non? Alors pas non, de mémoire, je crois qu'on ne l'a pas fait ça. C'est D'accord, des réparations qui avaient été faites avant notre naissance, donc au final elles avaient tenu jusqu'à maintenant quoi. d'accord. Et ce sont des moellons en calcaire? C'est de la pierre calcaire, tu sais? Alors là, j'en ai aucune idée. Je vous Je avoue, sais pas. je crois pas, mais je peux pas l'affirmer. D'accord. J'ai l'impression que ça donnait, mais c'est peut-être du grès, je sais pas. Après, c'est quand même, on les crépit. Enfin, c'est du crépi ordinaire qu'on met en général sur le bas de la maison. Oui, Parce que
On laisse pas Ouais, les pierres à même bien le sûr. sol, étant donné que, enfin, il pleut tout le temps. Enfin, il neige surtout, et la neige, on a facilement 1 mètre, 1,50 m de neige, Ouais, en dépendant de l'endroit où il se situe, donc ouais. on est obligé de crépir. Et pourquoi on crépit aussi? Ben, j'aurais dit que c'était pour protéger le mur Ouais, de pour base, protéger le mais mur, pour protéger du froid aussi, peut-être. du Peut-être pas froid, trop, mais et pour protéger aussi de la perméabilité à l'air. hmm, pour les courants d'air, oui. Parce- Ouais, pour les courants d'air. Et ça, c'est quelque chose que, enfin, que vous avez peut-être déjà vu ou que vous allez voir en fait dans les cours de construction, c'est que si on isole les maisons, c'est pour la question de l'hygrométrie, donc, protéger contre l'humidité, mais c'est aussi pour protéger contre le froid ou le chaud, mais c'est aussi pour la perméabilité à l'air, qui est quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir et extrêmement important. Est-ce que vous avez des questions? Non, mais c'était très, très intéressant. Merci. Moi, j'ai une question. Comment la lumière elle rentre par le tunnel? Alors, donc en général, donc elle rentre donc soit par la grande cheminée, étant donné qu'elle est très large. Donc quand on ouvre totalement les deux battants, on a de la lumière qui descend, donc comme un puits de lumière, mais aussi ben, directement par le feu. C'est de la lumière qui est artificielle, amenée par le foyer directement. Ok. Là, je pensais que c'était que de la lumière naturelle. Ben, c'est de la lumière naturelle en général, mais je veux dire quand la nuit, enfin le soir, une fois qu'on a plus de lumière naturelle, eh ben, c'est le feu qui va apporter la lumière. Enfin, qui a apporté. Maintenant, il y a des ampoules, quoi. Est-ce que c'est toi qui as fait les croquis? Absolument pas. Je les ai Ah, absolument récupérés sur des sites. non, parce qu'ils sont trop beaux, c'est pour ça. Ah non, ce n'est pas moi. Ok. Et tu as fait des petits croquis toi aussi? Non, j'avoue que Non, j'ai, ouais, non, aucun. non, je les ai trouvés. Enfin, j'ai tout trouvé ce que je voulais, donc j'ai même pas pris. Non, c'est très intéressant. Très bien, merci Mais je vous en prie. beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Donc, tu acceptes que je mette l'enregistrement? Alors, donc moi, pour cette recherche, j'ai décidé de m'intéresser au territoire sicilien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une île qui est à l'extrémité de l'Italie, qui est aujourd'hui italienne, mais qui a été convoitée pendant des millénaires par différentes civilisations. Donc c'est une terre qui a été prisée pour différents atouts qu'elle a, notamment sa géolocalisation et la porte vers l'Europe, mais aussi pour ses ressources et son climat atypique méditerranéen. De ce fait, c'est une terre qui a été soumise à de multiples dominations étrangères, à commencer par les Grecs, puis les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Normands, les Bourbons et les Italiens, qui ont chacun laissé des traces de leur passage. Et donc cette diversité culturelle qui est assez incroyable s'est construite au fil des siècles et elle fait aujourd'hui la richesse de cette île. Elle a marqué profondément le territoire et ses habitants, architecturalement et linguistiquement. Et donc c'est un territoire qui est également toujours au cœur des enjeux contemporains. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des constructions siciliennes d'un territoire plus spécifique, qui est cette île ici, Pantelleria, de la province de Trapani. C'est une île qui a une surface de 83 km², qui est située au centre de la Méditerranée, entre le continent africain et européen. C'est une île qui est même plus proche de la côte tunisienne que de la côte européenne. Donc c'est une île qui s'est formée à partir d'éruptions volcaniques, dont les premières datent de 324 000 années. Mais c'est une île qui ne s'érige pas sur un seul volcan, mais plutôt une cinquantaine de cratères de différentes natures, basiques et acides. Et donc ces éruptions volcaniques, elles vont déterminer non seulement les caractéristiques du paysage, qui est plutôt montagneux, essentiellement constitué de pierres, mais également le mode de vie
de ses habitants sur l'île. Donc en effet, c'est une île qui est une des plus fertiles de la Méditerranée, de par la nature de ses sols et des éléments volcaniques qui la composent, avec des sols principalement de nature acide. Donc là, on a une carte indiquant la diversité des sols sur une sélection du territoire de Pantelleria. Donc avec des dépôts, des parties avec des laves de nature basique et d'autres de nature acide. C'est très détaillé, je ne vais pas m'attarder trop non plus dessus. Et donc là, c'est précisément la nature et la position de cette île qui a influencé les habitants de l'île pendant des générations. Donc, d'après plusieurs ruines et le travail de fouilles archéologiques mené par l'île, c'est une île qui est marquée du coup par une culture agricole. Donc, il y a différentes techniques qui ont été développées pour protéger ces cultures, notamment l'action du vent et les ressources de pierre. Donc, j'ai une construction qui est restée des Pantelleria, les terrasses. Donc, le paysage est façonné par la présence de murets et de terrasses qui sont de la montagne à la mer. C'est l'installation des habitants sur de déplacer les champs autrement cultivables et qui ont peu à peu servi à délimiter les propriétés. Les premières, elles datent probablement du 2e millénaire avec l'installation des premiers habitants qui étaient les Céci. Ensuite, les pierres ont été utilisées dans la construction de bâtisses, notamment à partir de pierres issues des cratères basiques, qui ont formé des coulées de basalte et des cônes de poussolone. Donc voilà, il y a aussi les volcans acides qui ont produit d'autres matériaux comme le trachyte ou des pierres claires. Voilà, et aussi une roche magmatique plutôt noire et lisse qui était utilisée pour la fabrication d'ustensiles. Voilà. De ce fait, donc, le paysage il est façonné par ces murs et ces terrasses. Donc là, on a une image de terrazzi, qui sont des terrasses de culture qui sont en fait essentielles pour pallier au climat typique de l'île qui est plutôt aride, enfin même très aride, enfin semi-aride on dit. Et donc ce système de terrasse, il amène l'eau à s'infiltrer dans le terrain plutôt qu'à s'écouler vers la mer, et il vient limiter l'évapotranspiration, qui est un transfert de l'eau de la terre à l'atmosphère. Donc c'est un système qui est non négligeable pour ce territoire, qui dispose de peu d'eau. Et après, il y a également des atouts avec ces murs de pierre qui sont thermiques. C'est des murs qui viennent isoler du froid en hiver et de la chaleur en été. Qui a pour ces constructions qu'on a de Giardino Pontesco, qui sont des structures en pierre qui entourent d'arbres, souvent des agrumes, qui peuvent être de forme circulaire ou rectangulaire. C'est des murs qui sont érigés autour d'un arbre pour créer un microclimat et permettre à l'arbre de survivre malgré l'absence d'irrigation. Et donc, le mur, il agit sur la plante en venant tamponner les variables climatiques, comme le vent ou la sécheresse. Et souvent aussi, on peut trouver au pied de celle-ci une petite escape qui est laissée à l'air libre à la base du coin d'un mur, où en fait l'eau s'écoule pour que l'eau puisse s'écouler en fait au pied de l'arbre.
J'ai pas fait de schéma, du coup, c'est pas très compréhensible, mais voilà. On en compte environ 500 sur l'ensemble du territoire. Ouais, c'est bien. Ouais, okay. Et vous m'entendez encore? Je ne sais pas si ma connexion elle est... Ouais, c'est pas très très bon, mais vas-y, continue, Alban. D'accord, ok, c'est bon, j'avais un doute. Mais c'est un peu instable. Ah mince, zut. Et là, ça ne marche pas. C'est bon. Lire. Ok. Et donc, j'en étais à ces jardins-là. Donc, voilà. Et donc, c'est des constructions qui ont été faites pour pallier à la sécheresse, mais aussi du coup au vent, qui sont très présents en fait sur l'île. Donc ça, c'est une carte qui représente la majorité des vents en fonction du coup de leur origine et du lieu spécifique et des saisons. Donc voilà. Des damoiseaux. Donc, les giardino, ils sont souvent construits à proximité de ces habitations. Ces damoiseaux sont dispersés sur l'ensemble du territoire. On en compte encore environ 300. Donc, ils sont souvent de forme rectangulaire. Et ils sont fabriqués en pierre sèche. C'est des constructions qui ont été conçues par des paysans autodidactes en relation avec leur culture. Donc, elles sont donc tournées vers le paysage et vers l'extérieur. Il y a différents éléments qui permettent de reconnaître cette structure. Les murs externes en pierre, ils font à peu près 80 cm d'épaisseur. Ils sont construits sous la forme de ce système, c'est-à-dire 2 murs en pierre qui encadrent une quantité de terre avec des morceaux de pierre à l'intérieur. Et donc ces surfaces sont souvent recouvertes à l'intérieur par du tuffeau, donc issu encore une fois de roches volcaniques. Et donc voilà. Donc cette technique, elle s'appelle cacciata. Voilà, ça permet d'imperméabiliser en fait les parois. Donc ces habitats minimums, ils étaient composés de 3 espaces. La pièce principale, voilà, la pièce principale, une petite chambre et une alcôve qui était souvent la chambre principale, qui jouxte cette pièce par une grande arche, souvent fermée par un rideau. Et le four, il était plutôt situé dans une annexe. Donc, il y a différents espaces qui sont adjacents au damuseau. Donc, il y a souvent le four et aussi des étables, des cours. Donc, la cour, en sicilien, on dit aira dans le dialecte local. Et il y avait aussi des espaces pour faire sécher les aliments, donc les raisins, les figues et les tomates, ce qu'on appelait stenditoi. Voilà. Et, un autre élément important, c'est la citerne. Donc, il y en a encore à peu près 692 sur l'île. C'est un système qui continue d'être exploité, qui permet en fait de récupérer les eaux de pluie. Ah oui, j'ai oublié de parler, mais c'est en lien en fait, c'est que les toits sur les damuseaux sont sphériques et permettent en fait à l'eau de s'écouler sur les parties extérieures en direction de la citerne. Donc c'est des citernes qui datent de la période punico-romaine. C'est pour ça qu'on appelle ça cisterna punica. Et c'est des citernes qui sont souvent souterraines et qui sont
perméabilisé par toujours du tout faux ou des matériaux locaux. Et donc, en fait, il y a des citernes qui ont été mises en place par ces civilisations qui ont dû trouver des moyens de survivre en accord avec la faible quantité d'eau présente sur le territoire. Donc, ils ont inventé des techniques leur permettant d'exploiter cette eau de pluie, notamment en la recueillant. C'est vraisemblablement à partir de ces citernes que l'agriculture a pu tant se développer. Voilà. Donc, elle permet de recueillir l'eau de pluie à l'aide du toit, voilà ce que j'ai dit. Donc, l'utilisation des citernes continue d'être essentielle encore aujourd'hui, et l'île elle continue de se baser sur cette solution hydrique, parce qu'elle n'a pas d'aqueduc, contrairement à d'autres villes italiennes. Et donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que c'est une île qui a été marquée par une diversité culturelle qui est issue de différentes civilisations et ont successivement habité l'île. Et que ces bâtisseurs autodidactes, principalement, ont appris à vivre avec ce contexte climatique et topographique propre au territoire. Ils se sont appropriés cette terre, différents savoir-faire et méthodes constructives transmises de génération en génération. Et donc, c'est des techniques qui sont toujours actuelles, mais menacées. Et donc, du coup, étudiées dans une optique de sauvegarde. Et donc, elles peuvent influencer des techniques de développement durable, mais elles sont également des pratiques et techniques porteurs d'éléments de résilience sociale et écologique. Voilà. J'ai essayé de simplifier un peu toutes ces constructions, parce que on a beaucoup quand même. Voilà. On vous entend pas, madame? Là, c'est moi qui avais coupé le micro. Ce que je trouve formidable dans ces petits exposés, c'est qu'en un quart d'heure, vous arrivez vraiment à transmettre l'attachement que vous avez à des lieux que vous connaissez bien et vous arrivez vraiment à les traduire avec des mots et des images très architecturées. Donc, je trouve que c'est très, très beau, très, très, très intéressant et je vous encourage vraiment à continuer à vous intéresser à vos propres cultures rurales ou autres, ou à des cultures qui ne vous appartiennent pas forcément à vous, mais pour lesquelles vous vous passionnez. Voilà. Est-ce qu'il y a une ou deux questions rapides C'est très beau. Il y a encore beaucoup d'habitants sur cette île? Alban, tu entends? Pas sûr. Alban? Non, on l'a perdu. Bon, eh bien, je crois qu'on a perdu Alban. Vous m'entendez là, hein? Ouais. Oui, on vous Oui. entend, on vous entend. Ouais. Mais ouais, vous m'entendez pas, moi? Non, t'entendais pas, non. Ça y est. on Voilà, t'entend. du coup, oui, vous m'avez posé une question, j'ai pas pu répondre. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'habitants sur cette île? Oui, il y en a encore beaucoup. Bon, après, c'est D'accord. assez touristique actuellement, mais Ouais. oui, il y a une part encore importante. Enfin, la Sicile, c'est très, encore heureusement, agricole. Et donc, c'est toujours des terres qui sont exploitées par ces personnes. D'accord. Très bien. Très, très bien. Très intéressant. Merci. Bon, bah, écoutez, maintenant, c'est à mon tour. Je vais essayer de faire assez vite, d'aller à l'essentiel. Donc, je partage mon écran. Voilà, donc on va parler de Bernard Rudowski, qui est un personnage
Vous avez compris que j'aime beaucoup.